Absolument, voilà. Ok. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir Jędrzej Pawlicki de l'Université de Poznań. J'aimerais dire juste deux mots pour te présenter, si tu permets. Donc, tu es enseignant-chercheur à l'Université de Poznań et tu travailles essentiellement sur les littératures francophones du Maghreb. Je ne sais pas si tu abordes d'autres corpus, mais aujourd'hui, donc, tu es là pour nous parler d'un orientalisme très particulier dont il me semble qu'on ne parle pas beaucoup, en tout cas en France. C'est l'orientalisme polonais. Et naturellement, quand on parle d'orientalisme, l'Orient en question ici, c'est le Maghreb, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, sans plus tarder, puisque nous avons 1 heure à la fois pour ta présentation et pour les éventuels échanges, je vais te laisser la parole et ensuite j'inviterai les participants ou les participantes à te poser des questions ou à réagir à ce que tu diras. Ok. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation et merci d'être là. Je voudrais vous parler aujourd'hui de cet orientalisme polonais ou orientalisme à la polonaise. Et je voudrais évoquer les récits de coopérants polonais qui ont travaillé en Algérie. En fait, c'est un phénomène assez répandu, mais en même temps peu connu, un peu oublié en Pologne, parce qu'il y a eu beaucoup de Polonais qui sont partis pour l'Afrique du Nord, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour le Maroc, la Tunisie, la Libye aussi, pour y travailler. Mais je voudrais commencer par le début des relations entre la Pologne et l'Afrique du Nord, qui datent du 19e siècle. Je voudrais évoquer l'année 1831. En Pologne, en 1831, c'est la défaite de l'insurrection polonaise contre l'occupant russe. Et c'est ainsi que les anciens soldats polonais se sont réfugiés en France. Il y a eu une grosse émigration polonaise en 1831. Les soldats ont pris le chemin d'exil, ils se sont installés en France, mais leur arrivée se heurtait à l'accueil mitigé de la part des autorités françaises. À l'époque, la monarchie des Juillet cherchait à mieux asseoir son pouvoir face aux puissances européennes, surtout face à la Russie, pour maintenir le calme dans les pays. Et au XIXe siècle, en Europe, les Polonais étaient considérés comme des troublions, comme des révolutionnaires nés, tandis que l'Europe était secouée par des vagues de révoltes successives, donc c'était mal vu par le gouvernement de la monarchie des Juillet. Donc on est en 1831, en mars 1831, c'est la Légion étrangère qui a été créée. Elle est vite devenue un moyen de garder les anciens insurgés polonais en dehors de l'Europe. Ça veut dire que les soldats polonais qui arrivaient en France ont été embauchés à la Légion étrangère pour les envoyer en Afrique du Nord, pour qu'ils participent à la conquête coloniale. Pourtant, les réfugiés polonais étaient peu enclins à partir pour l'Afrique du Nord parce qu'ils ont commencé à sympathiser avec les Arabes. Ils ont vite compris qu'ils étaient dans la même situation. Les Polonais se sont révoltés contre la Russie. Les Arabes, les musulmans étaient censés se défendre contre l'envahison française. Et je voudrais citer la lettre du maréchal Soult, ministre de la Guerre et principal organisateur de la Légion étrangère, au général Théophile Voirol, commandant en chef de l'armée d'Afrique. Comme la Légion étrangère a été formée dans le seul but d'ouvrir un débouché et de donner une destination aux étrangers qui affluaient en France et qui pourraient y être un sujet de perturbation, il n'y a pas lieu d'accueillir votre proposition de prolonger l'engagement à la Légion de 3 à 5 ans.
Le gouvernement ne cherche point à faire des recrues pour cette légion. Ce corps est tout simplement un asile pour les malheurs. Et c'est ainsi que l'Algérie coloniale est devenue un asile pour les malheurs. C'est ainsi qu'elle a accueilli les soldats et les civils polonais. Les historiens estiment que dans les années 1832-1856, environ 500 Polonais sont arrivés en Algérie. Parmi eux, ont déserté, soit pour rejoindre l'armée de l'émir Abdelkader, soit pour, par exemple, exercer le métier de médecin. Donc, ils ignoraient tout, mais ils déambulaient d'un village à l'autre pour soigner les gens. Et si la majorité d'entre eux étaient militaires, il y a eu un civil qui a fait grande carrière en Algérie. Il s'agit d'un aventurier polonais qui s'est fait prendre pour un prince et qui a obtenu une grande concession de 4300 hectares dans la région de la Mitidja qui embrassait 5 fermes agricoles. Il s'appelait Théophile Mirski. Il a dirigé ce domaine agricole et il s'est inscrit dans l'histoire du colonialisme français parce qu'après quelques années, il a fait banqueroute et cela a poussé les autorités françaises à renoncer à cette politique d'accorder de grandes concessions aux colons. Mais il faut souligner que Mirski était vu par les Français comme quelqu'un d'exceptionnel. Et je voudrais citer à ce titre l'entretien avec l'ambassadeur de Pologne en Algérie, qui a ainsi parlé de prince polonais. L'interview date de 2016. J'envisage aussi la tenue d'un séminaire scientifique qui sera consacré à cet aristocrate polonais Théophile Chateaupeuk-Mirski, venu en Algérie en 1860. Là, il s'est trompé. Mirski est venu en Algérie en 1835. Pendant la colonisation, et qui a acquis de l'administration française de l'époque un grand terrain où il avait érigé notamment une grande ferme. Ce qui est intéressant, par contre, dans l'histoire de cet aristocrate, qui, après l'échec de l'insurrection polonaise, s'est rendu d'abord en France, avant de recevoir de Napoléon III, là il s'est trompé, il s'agit de Louis-Philippe, la possibilité de s'établir en Algérie. C'est qu'une fois arrivé dans votre pays, il a su créer un modèle de cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans. Il a en effet bâti des églises, mais aussi des mosquées, ainsi que des écoles pour les deux communautés. Il avait également appris l'arabe. Donc, même si tout cela s'était fait dans le cadre du système colonial, c'était assez inouï à l'époque parce qu'il a envoyé ses enfants à l'école pour qu'ils apprennent l'arabe. Il a consulté le marabout local. Il a bâti des mosquées, des églises. C'était de la bienveillance paternaliste dans le cadre du système colonial, mais de toute façon, c'était assez inouï dans l'histoire du colonialisme. Et Louis-Charles Solvay, qui était vice-président de la Société coloniale d'Alger, a adressé une lettre aux députés français pour leur décrire cette entreprise coloniale des Mirski. Il a écrit, entre autres, « Partout où nous rencontrions des Arabes, ils saluaient le prince en portant la main à la tête comme des paysans de Pologne ou des Russies quand ils rencontrent leur seigneur. » Donc vous voyez que pour les Français, c'est un argument pour continuer la colonisation. C'est un argument selon lequel les deux communautés peuvent vivre l'une à côté de l'autre. Mais la nouvelle étape dans les relations entre la Pologne et l'Algérie,
s'est ouverte au lendemain de l'indépendance algérienne. En fait, la République populaire de Pologne a noué des relations diplomatiques avec le gouvernement provisoire de la République algérienne, même avant l'indépendance. Et dans les années suivantes, le partenariat entre les deux pays s'est fait dans le cadre des coopérations économiques, scientifiques et commerciales, ce qui a permis aux employés polonais de partir en Algérie. Il s'agit surtout des ingénieurs, des enseignants et des médecins. Si vous lisez par exemple l'autobiographie de Yasmina Khadra, il a fréquenté l'école militaire à Tlemcen et sa prof de français était une Polonaise. Donc, on peut trouver beaucoup d'informations de ce type dans l'histoire et dans la littérature. Et je crois que le symbole de la coopération algéro-polonaise se trouve au centre même d'Alger. Il s'agit du fameux Maqam el-Shahid, mémorial du martyr, qui a été dessiné entre autres par l'artiste et sculpteur polonais Marian Konieczny. Si vous regardez les trois figures qui montent la garde à la base du monument, elles ont été sculptées par Marian Konieczny. Ce sont les soldats algériens. Et en ce qui concerne les coopérants polonais, ils sont restés en Algérie jusqu'à la fin des années 1980 et ils sont partis au début de la décennie noire, qui a brusquement mis fin aux relations entre les deux pays. Et je voudrais mentionner trois facteurs qui ont poussé les coopérants polonais à rédiger les souvenirs. C'est le retour des coopérants en Pologne, c'est la distance géographique et temporelle, et finalement, c'est leur départ à la retraite. Ils sont revenus en Pologne au début des années 1990 et au début du nouveau siècle, ils se sont mis à écrire, à rédiger des souvenirs. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du recueil des souvenirs de l'ingénieur polonais qui s'appelle Michał Christian. Il y aura beaucoup de noms polonais. Il a publié ses livres à compte d'auteur. Le titre traduit en français, c'est « Le musulman, l'islam et moi, souvenir d'un coopérant ». Juste avant de passer à l'analyse de ces livres, je vais parler de ce roman-là. C'est un roman d'aventure écrit pour le jeune public par Joanna Chmielewska, qui est l'auteur très connu en Pologne, l'une des écrivaines les plus populaires. Elle a écrit beaucoup de romans policiers, beaucoup de romans d'aventure. Et dans ces romans, il y a deux enfants, frères et sœurs, qui découvrent un bout de lettre. Et dans cette lettre, elles trouvent une information qu'il y a un trésor caché quelque part dans le désert en Algérie. Et ils décident d'envoyer leur père en Algérie en tant que coopérant pour qu'il puisse partir avec lui pour partir à la recherche de ce trésor. Le livre a été publié en 1988 et dans ce livre, il y a tout un savoir concernant les procédures avant le départ pour l'Algérie. Donc, si cela se trouve dans un roman d'une écrivaine connue et dans un genre populaire comme un roman d'aventure pour les jeunes, ça veut dire que c'était quelque chose de très répandu, de commun en Pologne dans les années 80. Ce savoir, quoi faire pour partir en Algérie. Mais l'Algérie, dans ce roman, c'est juste un décor. En fait, il n'y a pas de contact entre le jeune Polonais et les Algériens. C'est juste un décor. Je ne crois pas que Chmielewska ait consulté les sources sur l'Algérie pendant la rédaction de ce roman. Mais bon, on va revenir à notre sujet. Michał Christian, il a travaillé en Algérie en tant que mécanicien et ingénieur dans les années 1986-1990.
Il a travaillé à Annaba et à Alger et il a décidé de partir en Algérie pour rejoindre sa femme. Sa femme qui était historienne et qui travaillait sur l'Afrique du Nord. Elle voyageait souvent en Algérie, donc pour sauver son mariage, il a décidé de partir pour l'Algérie. Et je vais diviser mon analyse en 3 temps. Tout d'abord, je vais me focaliser sur le mobile de l'auteur et sur la structure de son récit. Ensuite, je voudrais passer au sujet qu'il a abordé. Et finalement, je voudrais parler de l'idéologie qui sous-tend son récit. En fait, le livre est divisé en 4 parties. Les 2 premières, ce sont les lettres qu'il a envoyées à sa femme. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie 3, où il donne une espèce de cours sur l'islam. Et il est significatif que le texte a été rédigé après un certain temps. Le coopérant est revenu en Pologne en 1990 et il s'est mis à écrire en 2001. À l'époque, il avait 59 ans, donc il allait prendre sa retraite, il avait du temps pour réfléchir sur sa vie, pour raconter ses aventures, etc. Mais on voit bien que ce qui l'a poussé à écrire, ce sont les attentats du 11 septembre. Après cet événement, il s'est senti interpellé par une certaine vocation. Donc, même s'il critique la religion, il emploie le vocabulaire religieux. Il va partir en mission pour avertir les Européens parce qu'il était là, il a vu ça, il sait, il comprend, il connaît, il ne peut pas se taire. C'est sa stratégie. Et c'est bien visible dans les titres, n'est-ce pas? Le musulman, l'islam, moi. Il y a une juxtaposition, le moi octorial et le vaste bloc qui est homogène, stable, qui n'évolue pas, c'est l'islam. Il y avait une essence de l'islam. Donc, dès le début, on voit que son ambition dépasse largement le cadre d'un recueil de souvenirs. Il se sent concerné par la situation géopolitique et en tant qu'admirateur et élève spirituel d'Oriana Fallaci, il va livrer sa vision critique de la civilisation arabo-musulmane. Et sa méthode consiste à tirer des conclusions générales à partir de son expérience personnelle. Il a passé 4 ans dans un pays arabo-musulman, donc il va nous dire tout sur l'islam. Et dès le début, on voit qu'il est conscient de la difficulté des classifications génériques de son texte. Dans le préface, il partage ses doutes avec son lecteur. Je me demande comment appeler ce que j'ai écrit. Littérature non-fiction, journal, prose, satire, essais scientifiques, historiques, philosophiques, cours sur l'islam, actes d'accusation, un peu de tout. Et cette audace épistémologique le pousse à sombrer dans des divagations intellectuelles sur l'islam, qui est compris en tant que bloc culturel homogène et stable. Maintenant, je vais passer au bref parcours de la table des matières qui met en relief l'approche de l'islam par l'auteur. Donc, on va passer au résumé de la 3e partie, où il évoque les sujets suivants: naissance et développement de l'islam, frères musulmans et terrorisme, femmes dans l'islam, manque des libertés des religions dans les pays musulmans, chrétiens, juifs et fidèles d'autres religions dans l'islam, calendrier musulman, piliers de la foi, hadith, sunna et charia, apostasie, déclin civilisationnel, raison et intelligence dans le catholicisme et l'islam, émigrés musulmans dans les pays européens, calendrier des attentats terroristes de 1972 à 2005, histoire de l'Algérie indépendante, calendrier des événements dans le monde islamique à partir de 1978. Donc, même s'il essaie d'aborder des problèmes, on comprend très vite que rien n'est soumis au doute dans son exposé. En fait, aucune surprise
n'attend le lecteur, sauf une thèse historique et cosmographique audacieuse. C'est mon fragment préféré dans ces livres, où l'auteur dit que si les tribus arabes primitives n'avaient pas détruit les civilisations des Perses, d'Inde et d'Égypte, elles auraient pu se développer et nous aurions pu s'aimer du blé sur d'autres planètes. Donc, c'est la thèse cosmographique de l'auteur, si vous voulez. Donc, il est bien visible que l'argumentation de l'auteur est partielle. Pourtant, on ne peut pas lui refuser un certain talent de raconter des histoires. Son livre nous donne un portrait de la vie polonaise dans une Algérie à la veille de la décennie noire. On peut dire aussi que c'est un reportage sur le contact et amitié entre Polonais et Algériens. Les lettres du coopérant à sa femme ont été rédigées à un moment historique bien particulier. Il s'agit de la crise des années 1980 qui allait déboucher sur les élections libres et sur la victoire du fils. Et dans une de ces lettres, l'auteur décrit l'attitude de son compatriote qui était embauché dans l'entreprise Edmine à Alger. Il le décrit ainsi. Il est amoureux d'une Algérie qui n'est plus. Et je pense que cette phrase concerne lui-même aussi. On voit cette espèce de déception des coopérants qui ont dû quitter ce pays à cause du danger qui était là à l'époque. On peut même dire que l'auteur arrive à construire de la tension narrative. Je pense à l'épisode de la chasse au sanglier. Il a failli perdre la vie pendant la chasse au sanglier. Il a été invité par ses collègues algériens et apparemment, c'est quelque chose d'assez répandu. C'était quelque chose d'assez répandu parce que je trouvais dans un autre recueil de souvenirs le même épisode. Andrzej Pawła, que vous voyez ici, qui a travaillé à l'université de Poznań. Je ne le connais pas personnellement, mais il a travaillé dans ma ville. Il a enseigné à la faculté de géologie à Constantine. Lui-même, il a vécu le même épisode, la chasse au sanglier. Je pense que les Polonais étaient invités à la chasse parce que l'interdiction de manger du porc ne les concernait pas. Donc, après la chasse, ils pouvaient ramasser de la viande, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment des épisodes qui sont bien rédigés, où il y a de la tension narrative, mais même cet épisode de la chasse sert à l'auteur à critiquer l'islam. Une citation. À la fin de la chasse, le coopérant a aperçu quelques chiens et il a vu que ces chiens étaient bien entretenus et souriants. Je ne sais pas comment il a vu que les chiens étaient souriants. Et voilà sa réaction. C'était bizarre parce que, autant que je sache, Mahomet n'aimait pas les chiens. D'où l'attitude méprisante envers les chiens chez les Arabes. Et pourquoi Mahomet n'aimait pas les chiens? Les fidèles disent qu'une fois, un chien a mordu Mahomet au mollet. Quel sacrilège! Mordre un saint. Mais moi, je connais une autre explication. La nuit, le chien avertissait des habitants d'Oasis de la présence des pillards musulmans. La population avait le temps de se préparer à la défense contre le bande des Mahomet. Donc même un bref épisode de la chasse au sanglier lui sert à critiquer l'islam, à propager cette idéologie islamophobe. Et ce fragment traduit bien sa méthode. J'ai été là, j'ai vu tout cela, j'ai vécu cela, je sais, je connais, il faut que je vous raconte tout cela.
Il essaie aussi de se renseigner sur l'islam parce qu'il dit notre savoir sur l'islam est lacunaire. Et quand il dit nous, quand il dit notre, il pense en général aux Polonais, aux Européens, aux Occidentaux. Mais en fait, le nous, ce sont des épigones d'Oriana Fallaci. Donc, c'est leur savoir, c'est leur vérité sur la culture arabo-musulmane. Le choc provoqué par les attentats du 11 septembre les a poussés à privilégier l'optique de Samuel Huntington qui divise le monde en blocs culturels unis et homogènes. C'est pourquoi le coopérant cite le livre de l'entrepreneur américain Craig Wynne. Je cite. Après les attentats, Craig Wynne a décidé de comprendre l'essence de l'islam. D'où le livre Prophet of Doom, Islam's Terrorist Dogma in Muhammad's Own Word. Les conclusions de l'auteur sont bouleversantes. Le Coran de Mahomet et Mein Kampf d'Hitler se ressemblent. Fin des citations. En fait, il est impossible de saisir une essence de l'islam parce qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas d'essence de l'islam, il n'y a pas d'essence du catholicisme. Ce sont des phénomènes religieux et culturels qui peuvent évoluer dans le temps. Et finalement, l'auteur recourt à l'argumentum ad Hitlerum, ce qui clôt le débat, n'est-ce pas? Ça prouve qu'il n'a pas d'argument. Et même son approche des textes littéraires reste problématique. Le coopérant va critiquer dans la suite le code des familles algérien, et quand il critique le code des familles, il évoque les hirondelles de Kaboul de Yasmina Hadra, qui, selon lui, présentent les faits réels, ce qui s'est passé. Donc, dans une seule phrase, il confond l'Algérie des années 1980 et l'Afghanistan au début du 21e, et il confond la fiction et les documents. N'est-ce pas? Tout c'est là pour prouver qu'il a raison, pour dire que l'islam, c'est quelque chose qui menace l'Occident. Je voudrais évoquer aussi le livre de la philosophe polonaise Monika Bobako, qui a travaillé sur l'islamophobie. Sur la couverture de ces livres, vous voyez le projet des minarets à Poznań. Et ces minarets n'ont pas été construits finalement. C'était un projet artistique. Et selon l'artiste polonaise qui a voulu construire ces minarets, il s'agissait de faire une axe qui allait passer par Poznań et qui allait lier l'ancienne synagogue, ces minarets et la cathédrale. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de voix négatives. Donc, cet événement a poussé ma collègue Monika Bobako, qui travaille à Poznań aussi, à faire ses livres sur l'islamophobie. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que Monika a travaillé à l'université de Mostahanem pour y enseigner la théorie du genre. Donc, une philosophe polonaise qui est liée à l'Algérie aussi. Et sur l'islamophobie, Monika Bobako souligne que les idées d'Oriana Fallaci et de ses épigones, de ses successeurs, s'inscrivent dans la logique des vengeances. Elle souligne que le point de vue de Fallaci adopte la structure de sermon. Donc, d'un côté, elle critique la religion, mais de l'autre, elle emploie le discours quasi-religieux. Et cette religion laïque, elle est basée sur le courage de mépriser, parce que le mépris reste l'élément le plus important de cet acte de foi. C'est pourquoi le coopérant polonais a dédié son livre à Oriana Fallaci. Il a tout simplement choisi d'employer sa stratégie. Et ce mépris, il est déguisé en discours des Lumières.
c'est un Européen éclairé qui va enseigner les Arabes et qui va avertir les Européens. Son idéologie est construite sur une vision qui se prend pour un savoir. Et cet auteur qui se déclare athée est éclairé, il devient quasiment un prêtre. Il faut souligner cela parce qu'il il se présente en tant qu'athée. À la quatrième de la couverture, il dit presque qu'il est un Voltaire polonais, mais il adopte le vocabulaire religieux pour critiquer l'islam. Il va ensuite louer le catholicisme. Donc, c'est un drôle de Voltaire. Et cela est bien visible aussi dans sa méthode de consulter le Coran. Il a accès au texte en fichier Word et selon lui, il suffit de taper un mot pour le trouver dans les textes sacrés. Donc, il ignore tout de l'exégèse coranique, de l'abréviation de certains versets. On va trouver un mot et ça, on va obtenir un résultat parce que le Coran a été écrit par Mahomet en un seul jour et c'est tout. C'est fini, c'est clos, n'est-ce pas? On ne peut rien ajouter, on ne peut pas livrer des interprétations, des exégèses, etc. Ce qui est somme toute comparable à l'approche du texte sacré par les fondamentalistes religieux, n'est-ce pas? C'est presque la même approche du texte. Ensuite, il compare l'islam aux ténèbres médiévales, tout en ignorant que le Moyen-Âge s'étend sur une dizaine de siècles et qu'il ne constitue pas une époque homogène. Et dans sa critique de l'islam, il va jusqu'à louer le catholicisme. À la fin, il mentionne Benoît de Nursie, qui est considéré comme père du monachisme européen. Et il le juxtapose à Mahomet pour souligner que le christianisme a apporté beaucoup de choses à l'Europe, que l'Europe doit son développement économique et technique au monastère, au Moyen-Âge. Mais là, de nouveau, on peut déconstruire cette pensée. En fait, on peut déconstruire la pensée orientaliste à l'infini. Je crois que nous connaissons toutes et tous les joies et limites de cet exercice. Il y a plein de livres comme ça, n'est-ce pas, où on peut déconstruire les clichés sur l'islam et on peut se focaliser sur cette approche postcoloniale. Mais je voudrais adopter aussi l'approche post-séculière, si vous voulez, cette approche qui refuse d'abandonner les thèmes religieux dans les discours des sciences humaines et sociales. Parce que je dirais que la théologie est beaucoup trop importante pour la laisser aux seuls théologiens. Et je crois que l'auteur de ce livre réduit la religion quand il dit que Benoît de Nursie est responsable du développement économique et technique de l'Europe. Il refuse de voir la valeur spirituelle de la religion, qu'il s'agisse de l'islam qu'il critique ou qu'il s'agisse du catholicisme qu'il commence à louer. Et juste en guise de conclusion, je voudrais évoquer un autre Christian qui a aussi vécu en Algérie, parce que l'auteur s'appelle Michał Christian, si vous voulez, Michał Christian. Et je pense à Christian de Chergé, un des 7 moines des Tibérines, qui ont été enlevés et tués en Algérie. En fait, le trappiste polonais, Michał Joło, que vous voyez maintenant, allait rejoindre les trappistes de Tibérine en 1996. Michał Joło, il est trappiste, mais il est aussi écrivain. Il est assez connu en Pologne, c'est le seul trappiste polonais dans le monde. Il a choisi Christian de Chergé comme son guide spirituel. Donc, il a voulu
apprendre quelque chose de nouveau parmi les moines des Tibérines, mais il n'a pas pu le faire parce que les moines ont été enlevés juste avant son arrivée en Algérie. Et c'est ainsi que le moine polonais a décrit l'attitude des chrétiens déchargés envers les musulmans. Je cite: le père Christian a travaillé à rendre son idéalisme plus réaliste. Il a patiemment appris à traiter de la même façon le musulman qui lui était attrayant du point de vue intellectuel et culturel, et ses frères trappistes qui lui étaient prévisibles, ce qui a bien sûr influencé la qualité de ses relations avec les premiers. Il n'était pas seul dans ses combats. C'est la règle de Saint Benoît qui l'a accompagné. Elle demande à respecter tous les humains et promouvoir un dialogue fructueux. N'aie pas peur de blesser quelqu'un ou d'être blessé en exposant tes arguments. C'est un signe que tu traites les autres sérieusement, que tu les prends pour des adultes et que tu ne leur caches aucun élément de tes convictions. Et souvent, c'est justement la peur qui permet à la haine et à la mauvaise foi de fleurir. Merci. Belle conclusion. Merci beaucoup pour cette très belle démonstration qui historicise effectivement ce récit de voyage qui n'est pas exactement un récit de voyage comme tu l'as expliqué, qui a été écrit a posteriori avec un recul et surtout avec le prisme des attentats du 11 septembre. Donc, ça explique beaucoup de choses, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres événements en Pologne? Je me permets de poser la première question et j'invite bien sûr tout le monde à ouvrir maintenant les micros et à participer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres circonstances en Pologne qui ont configuré cette production et donc une réception qui attendait ce genre de publication? Ou est-ce que, à ton avis, il n'y a que le 11 septembre qui aurait poussé? Ça remonte aussi à 2015. Je ne vais pas dire la crise migratoire ou la crise des réfugiés, parce que ce n'est pas une crise, c'est une situation qui dure depuis toujours quasiment. Oui. Pas depuis toujours, mais depuis longtemps. Mais l'arrivée des réfugiés qui sont passés par la Turquie, la Grèce, l'Allemagne, cela a provoqué beaucoup d'émotions en Pologne et cela a influencé même les élections législatives de 2015 parce que le parti qui est au pouvoir a joué sur la peur contre les musulmans, les réfugiés, les arabes, les migrants. Donc cela s'inscrit bien dans ce cadre. Ce discours qui fait peur aux gens en disant qu'ils vont venir chez nous, mais c'était des idées qui circulaient sur Internet. Ils vont venir chez nous, ils vont violer nos femmes, oui, c'était ça. Ils vont voler nos maisons, ils vont détruire nos églises et il y aura des zones de charia comme en Suède. C'était ce type de discours. Et maintenant, il n'est plus visible parce que cette année, le gouvernement a décidé de jouer sur la peur des homosexuels. Donc maintenant, oui, donc ça s'est déplacé un peu sur oui. sur un ennemi intérieur, en quelque sorte. Oui, donc selon toi, il y a aussi des manipulations, des instrumentalisations de discours qui diabolisent un autre ou des autres pour servir simplement des politiques populistes.
en quelque Oui, sorte. tout à fait. Oui, c'est l'agenda des politiques populistes et Mm. il n'y a pas des politiques qui savent comprendre la peur de la population qui est légitime. Les gens ont peur, mais Mm. ça doit être le point de départ et non pas le point d'arrivée, n'est-ce pas? Bien sûr. En 2015, soutenir la cause des migrants, c'était impossible pour un homme politique en Pologne. Vraiment, c'était tellement obsessionnel, hein. Mm. Mm. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou ajouter quelque chose, intervenir? Asma, peut-être? Tous. Bonsoir, Zoya. Bonsoir. Asma. Ah Bonsoir. oui, Asma. Bonsoir. En fait, il y a deux Asma ici. Bonsoir, Asma. Gezmir, c'est une collègue tunisienne, donc avec qui on a essayé de travailler un peu sur les études de genre. Bonsoir. Tu souhaites intervenir, Asma? Allô, Asma. Il faut réactiver ton micro. Oh là là. Allô, Ça y est. est-ce que... Oui, tu Oui, peux y je voulais aller. vous remercier, vraiment, je découvre avec vous. Je connais pas du tout l'auteur et de toute façon, le titre m'a intrigué, cet orientalisme à la Pologne. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Surtout qu'effectivement, enfin, le sujet, on est au cœur de l'actualité. Euh, Hélas. Hélas, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, ces lectures biaisées voilà, qui font que la vision n'est pas du tout pour un lecteur qui ne connaît pas vraiment la situation dans les pays ou dans ces cultures concernées. Le lecteur n'est pas du tout informé, au contraire. Et donc, oui, hélas, malheureusement, oui, oui. Et puis voilà, après, se présenter comme le Voltaire, ça m'a vraiment fait, et athée en plus, et après, Ouais. voilà, voilà. Esma est Donc, 18e, donc elle s'est sentie certainement interpellée quand elle a Peut-être entendu aussi, ça. oui, peut-être aussi, c'est, voilà. Donc, et puis le concept de sécularisme, comment vous avez appelé ça? Ah oui, le Excusez-moi. post-sécularisme, c'est la première fois que oui, j'entends ça. C'est Moi intéressant. aussi, ah, pareil, pareil. Et c'est en fait, la, il s'agit de lire, enfin, j'ai pas très bien saisi, mais en fait, il s'agit de relire le texte religieux sous le prisme enfin, j'ai pas très bien, Mhm. Ok. voilà, une question qui vient comme ça. Est-ce que vous pouvez, oui, pardon. Donc, il s'agit de la théorie post-séculière. C'est Mhm, le nom qu'on a donné à ces études en Pologne. Je mhm, pense par exemple à Saba Mahmoud, qui a été publié Oui. à Lyon Mhm. même, n'est-ce pas? Son texte sur les caricatures de Mahomet, justement, où elle essaie de démontrer que le clivage entre la raison laïque et l'affect religieux, on peut le dépasser, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser la raison laïque et la religion en termes de conflit. Donc, c'est cette perspective qui m'intéresse. Très Euh, intéressant. Donc le ouais, post a une valeur critique, comme dans post-colonial. oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Et il s'agit aussi de la valeur temporelle, parce qu'il s'agit Oui, les deux. du Mhm. religieux dans les sociétés qui sont déjà... Sécularisé. oui, et si vous voulez, la laïcisation a gravement, comment dirais-je, elle passe très vite en Pologne depuis une semaine même, parce que là, pendant les manifs, les gens commencent à attaquer les églises même. ouais.
Donc, ça se passe chez nous et je pense que cette perspective sera de plus en plus intéressante. Dépasser le clivage entre les côtés libéral, laïque, tout ce que vous voulez, et les côtés religieux, etc. En fait, tout dépend aussi de ce qu'on met derrière la laïcité, parce que Oui. s'il s'agit simplement de séparer le religieux du politique, pourquoi pas? Mais le problème, c'est effectivement quand la laïcité nie la possibilité d'être de la différence Oui. culturelle, quand elle la nie totalement, c'est-à-dire même quand ça ne gêne pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu problématique, mais bon. Il ne s'agit pas du tout de nier la séparation de la religion et de l'État, n'est-ce pas? C'est le point de départ. Hein. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, une question en attendant que peut-être que d'autres réagissent, est-ce que le texte dont tu nous as parlé a été traduit, ou est-ce qu'il y a un projet de traduction en français? Non, souvent ce sont des textes publiés à compte Oui, d'auteur. à compte d'auteur, oui. Oui, tu as dit ça, oui. C'est vrai. Pour celui-là, cela a été publié dans les presses universitaires de Poznan parce qu'il était professeur à Poznan, donc il a fait livre autobiographique, mais là, il a publié aussi ses études sur le Sahara, sur les eaux souterraines, donc il a joué sur ça aussi, mais non, ça n'a pas été traduit. Ces livres méritent d'être traduits parce que il a reçu, oui, il a reçu le prix du meilleur livre des sciences humaines et sociales, je crois. Donc, c'est vraiment, c'était un événement. Hein. Et ça ne te dit pas de le traduire? Ah, je crois que c'est trop de boulot. Hein, oui, je c'est me un sens métier. dans la traduction français-polonais quand même. Non, tu peux le co-traduire avec quelqu'un, par exemple. Oui, peut-être. Ça peut être une co-traduction. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas. Bonjour. Oui, oui, vas-y, Abdullah. Et après, je te passe la parole, Esma. Bon, on fait priorité aux hommes cette fois-ci. Merci. Pour l'égalité, c'est ça aussi. Alors, c'est pas une question vraiment, mais juste je voulais vous remercier parce que c'est un sujet que j'ignore totalement, et donc c'est une occasion de découvrir un petit peu ce regard sur le Maghreb, sur l'Algérie notamment, un regard venant du nord de l'Europe. Et donc, je remercie la CICLIM d'avoir organisé cette rencontre. La CICLIM et Coup de Soleil, c'est un partenariat. Également. Et en même temps, quand j'avais vu l'intitulé l'orientalisme à la polonaise, j'ai constaté mon ignorance du domaine. Et après, en réfléchissant, j'ai pensé à un livre, mais dans le regard dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est un Maghrébin ou des Maghrébins c'est intéressant. Polonais. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a notamment ce livre, Les noces fabuleuses du Polonais, de Fouad Laroui. Ah, très intéressant, c'est vrai. Moi-même, j'avoue que je n'y ai pas pensé du tout. Voilà, c'est très intéressant. C'est juste donc pour partager avec vous ça, mais méfiez-vous, comme dirait Fouad Laroui, méfiez-vous du parachutiste. C'est indiqué roman, mais en réalité, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. D'accord. Donc, ça s'appelle Les noces fabuleuses du Polonais.
Voilà. Et ça se passe en Pologne? Je n'ai pas encore lu ce recueil. Non, c'est des nouvelles. C'est le titre d'une des nouvelles. Une des nouvelles. Et cette nouvelle-là, elle se passe en Pologne ou pas du tout? Non, au Maroc. Au Maroc. Ah, Donc, d'accord, la ok. présence d'un Polonais. Donc, voilà, si vous voulez voir un petit peu comment Ah oui, c'est est un Polonais qui… Oui, le oui, oui. Polonais dans un contexte marocain. Là, ça D'accord. peut être intéressant. Mhm. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Mhm. J'ai entendu parler de ce livre, mais je n'ai pas lu. Hein. Moi non plus, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est… oui, ça vaut le coup. Abdallah, est-ce que le personnage du Polonais dans la nouvelle en question, est-ce que il joue le rôle du persan, comme dans les lettres de Montesquieu? Alors, si je me rappelle bien, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu, c'est la première nouvelle d'ailleurs du Mhm. recueil. Je veux dire, Euh, est-ce que c'est et- focalisé sur et- son regard étranger ou pas du tout? Tu sais pas? il y a effectivement ça, c'est-à-dire qu'il y a des quiproquos culturels, des malentendus culturels. Mhm. C'est sur ça D'accord. que joue Fouad Laroui, Ok. et ça crée des situations un peu Cocasse. drôles. Et voilà, mais Mhm. moi, je ne me rappelle pas très bien de tous les détails. Ok. Non, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Esma Godin, tu voulais Oui, parler, je crois. bon, Bonsoir. merci. Bonsoir à vous tous. Pourquoi on ne te voit pas, Merci. toi? Où est-ce que tu es? Je t'avais dit, je suis pas à Lyon, Ah, ça y je est, suis tu es là. sûrement pourtant. Oui. Oui, donc merci à vous tous et donc merci à notre intervenant, donc au nom de Coup de Soleil et aussi au nom de Esma Godin. Merci beaucoup pour cette Merci. intervention. Je suis désolée, je suis arrivée en retard parce que, comme je t'ai dit, Touria, je ne suis pas à Lyon. Je Oui, suis je sais. à Oui. 7. Yes. Donc, je suis cette conférence avec mon portable. Donc, ça marche, mais voilà, je suis arrivée un peu en retard pour des causes de connexion. Moi aussi, je ne connaissais pas du tout ce sujet et j'ai raté la moitié, mais ce que j'ai compris, effectivement, c'était très intéressant. Et je voulais un petit peu savoir, est-ce que, juste, par exemple, peut-être, je suis désolée si vous l'aviez dit au début, est-ce que justement l'histoire de la décolonisation, l'histoire du monde arabe est enseignée en Pologne? Parce que vous avez dit qu'il y avait pas mal de coopérants en Algérie. Et moi, je me souviens, quand j'avais 17 ans, on est parti en colonie de vacances en Pologne et il y avait une fille voilée. Et je me souviens que tous les Polonais s'arrêtaient pour la regarder. C'était en 87. Ça a été vraiment la Sherazade les gens l'arrêtaient, la regardaient, lui posaient des Une questions. charazade négative quand même. Mais c'était en 88, ça n'existait pas. Je veux dire, même en Algérie, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait, je ne sais pas, peut-être 30 filles. Et partout où elle passait, les gens la regardaient, l'interrogeaient. Ils n'avaient jamais vu une fille voilée. Et elle était vraiment presque comme une idole. Donc, je voulais juste savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce que c'est problème de peut-être un peu de décolonisation parce qu'il y avait ce côté amitié entre pays socialistes en ce temps-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement ignoré? Mhm. Je dirais que ça reste à redécouvrir. Parce que maintenant, tout ce qui concerne l'islam, les pays arabo-musulmans, s'inscrit dans le contexte politique. Et même les arabisants, les gens qui travaillent à la fac, cherchent à promouvoir la tolérance, la connaissance de la religion musulmane, de la complexité du monde arabo-musulman. Donc, il y a cette conscience qu'il y a un travail à faire parce que le discours populiste a lourdement pesé sur la réception de l'islam en Pologne ces dernières années. Donc, il y a de plus en plus de projets éducatifs, mais il y a toujours ce travail à faire. Et je crois qu'en Pologne, il y a 30 000 musulmans. Et cela a suffi pour semer la peur chez les gens, il y a 5 ans, au moment de cette crise migratoire.
Et le côté décolonisation, postcolonial, c'est-à-dire l'avant, on va dire l'avant-islamisme aussi au Maghreb, est-ce que c'est quelque chose qui est promu parce qu'il y a une histoire un peu de, comme j'avais dit, un peu de solidarité entre les pays du tiers-monde? Je pense que ces relations entre la Pologne socialiste et les pays arabes, ça reste quand même mal connu maintenant. Il y a, c'est connu par les générations précédentes. Mhm. Le postcolonialisme est enseigné à la fac comme une théorie, mais cette histoire des relations entre la Pologne et les pays du Maghreb, ça reste à découvrir, à redécouvrir. Mais si vous voulez, par exemple, l'imam de Poznań, il est marocain et il a fait connaissance de sa femme à Moscou et ils vivent à Poznań. Alors, C'est intéressant. Merci. Oui, donc en fait, en quelque sorte, tu es toi aussi, mais au sens noble du terme, en tout cas au sens que François Pouillon donne à la notion d'orientalisme. Il dit que toute personne qui fait des recherches sur l'Orient est orientaliste. Donc, il repolarise la notion d'orientalisme positivement et non pas pour, bien sûr, pour critiquer Saïd. Voilà. Donc, il faut en quelque sorte de plus en plus d'orientalistes pour faire redécouvrir la complexité de ce qui est supposé être l'Orient. Oui, Qui est en fait, pour le coup, c'est le Maghreb. une fois, on est allé à la mosquée à Poznań avec nos étudiants parce que l'imam, il aime bien parler français. Il n'a pas beaucoup d'occasions, donc il a parlé avec nos étudiants. Et une fois, je suis allé avec ma fille qui avait 7 ans à l'époque, je crois. Elle a adoré des Haribo halal. Car il existe des haribo halal. Et à partir de ce moment-là, elle me demande quand est-ce qu'on va revenir à la mosquée. Oui, donc il y a ce travail-là aussi à faire Oui, en bien plus sûr. des cours. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que nous avons atteint notre temps prévu, c'est-à-dire 60 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Eh bien, je crois que je vais te remercier, toi en particulier, Yardze, en m'excusant de mal prononcer ton prénom. Il faudrait que tu me l'envoies écrit en API, en alphabet phonétique international, et je m'habituerai. Et je vous remercie. Je peux t'envoyer un message audio sur Messenger, peut-être. Voilà. Bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle, remarquable démonstration de ce que pouvait être l'orientalisme, comme tu dis, à la polonaise. Et je pense qu'il y a certainement d'autres textes qui restent à découvrir sur cette circulation entre la Pologne et le Maghreb. Merci, merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité de vous voir, de nous entendre. Oui, c'est très agréable et j'espère qu'il y en aura d'autres encore. Bien sûr. Au revoir à tous et à toutes. Merci. Ciao. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Et Au revoir. bonjour à la Pologne. Bonjour. Dont je garde un très bon souvenir. Dont je garde un très bon souvenir. J'ai arrêté d'enregistrer, donc vous pouvez y aller si vous voulez raconter des blagues. De toute façon, on peut couper aussi. J'ai vu ta fille passer tout à l'heure. Oui. Mais elle doit être endormie là, sinon. Ah non, elle ne va plus à l'école, donc elle s'est couchée tard. Hein. Ah,
Ouais, ça c'est l'inconvénient. Oui. Ici, les enfants, les jeunes continuent à aller à l'école, Mhm. mais les étudiants de l'université, non. Ok. Mais on a maintenu quand même parce qu'on a vu quand même, il y a eu pas mal de dégâts sur les jeunes. Quand Mhm. ils ne vont plus à l'école, en fait, parfois ils ne veulent même plus sortir de chez eux, ils restent derrière la télé ou derrière les jeux Oui. électroniques. Et Mm. il y a des maisons où il y a de la violence, donc c'est très compliqué tout cela, hein. Oui, 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 oui. Donc pour les enfants, c'est quand même salutaire Oui. l'école peut être salutaire. Ah Oui, 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 bien sûr. tout à fait. Bon. Par contre, pour nous, c'est un peu la débandade parce qu'on va devoir tout mettre en ligne. Voilà. Ah là là. N'est-ce pas, Asma? Ne m'en parle pas, je suis sous le choc quand je pense que j'avais tout prévu pour que ce soit en ligne. Ils m'ont dit non.